Bonjour à tous. Donc, on va commencer ce troisième épisode de la série Comment booster sa productivité en bureau d'études. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné donc de Lise Carpentier, qui est responsable d'affaires au sein de Métis, qui va notamment vous expliquer les bonnes démarches à adopter pour tout ce qui concerne l'amélioration continue. Donc, c'est un principe qu'on va vous expliquer tout au long de cette 30-45 minutes. Sachant que ce webinaire il sera évidemment disponible ensuite en replay pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'entièreté. Donc pas de panique. Donc d'abord, un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Métis, on a un bureau d'études dans le domaine de la fibre optique. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on se dit bureau d'études augmenté parce que tout simplement, on fait appel aux connaissances de la data science et de la géomatique pour qu'on inclue dans un ensemble de processus, tout simplement parce qu'à la place de se dire deux façons de monter un bureau d'études, j'ai envie de dire, c'est soit on a du volume et on met autant de personnes nécessaires en face à faire de l'application de processus. Et nous, on a pris la deuxième méthode qui est vraiment de se dire, bon, ben, on va travailler avec de la donnée, comment je peux la valoriser, cette donnée, comment je peux la mutualiser, comment je peux faire en sorte, en fait, de tout simplement garder que les ressources de notre équipe soient concentrées sur son cœur de métier et qu'elles ne se dispersent pas à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans nos processus, il y a toujours des étapes à faire des copier-coller, à faire des tâches qui ne demandent pas une expertise précise. Et donc, nous, on a remis ça en question pour se dire comment on fait pour éviter toutes ces tâches à faible valeur ajoutée. Et notamment, on passe par la partie industrialisation, qui est donc un des thèmes de notre webinaire de cette série. Donc, le principe d'industrialisation, pour rappel, c'est vraiment le principe de optimiser par l'intermédiaire de plusieurs sujets. Je vais vous faire un petit rappel des deux premiers épisodes pour ceux qui n'étaient pas là. Mais donc, on parle souvent de créer des processus, des outils numériques via des ETL. Donc, c'est tout ce qui permet de transformer de la donnée, de pouvoir la transformer d'un type à un autre, parce qu'on a vu lors des présents webinaires que la donnée, c'est vraiment le cœur du problème souvent. Si on la maîtrise, on peut facilement l'automatiser et l'industrialiser par la suite. Ce qui va permettre, encore une fois, de pouvoir mutualiser les standards, de pouvoir libérer de l'énergie de ces tâches à faible valeur ajoutée pour les concentrer sur notre cœur de métier. Donc, durant les deux précédents épisodes, on a vu plusieurs choses. Tout d'abord, que lorsqu'on s'attaquait à une problématique ou en tout cas à un nouveau projet, il fallait vraiment découper ce projet en sous-parties, découper le processus pour permettre de se positionner sur chaque étape, se poser les questions de où est-ce que il y a des tâches à forte valeur ajoutée, où est-ce que c'est à faible valeur ajoutée, est-ce qu'on peut l'automatiser, quelle est la donnée de sortie, d'entrée, qu'est-ce qu'on peut en faire, pour ensuite aussi notamment l'associer vraiment à notre cartographie des compétences de nos ressources, parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient d'un secteur différent, tout le monde a son vécu, son historique, et il y a certaines personnes qui peuvent apporter la pierre à l'édifice du processus, dans le sens où moi, je maîtrise tel sujet, alors que je l'ai pas appris peut-être dans l'entreprise actuelle, mais dans ma précédente expérience, et je peux apporter cette connaissance-là, cette petite automatisation. Ça peut être une automatisation, c'est pas à chaque fois créer un nouveau logiciel, mais ça peut être tout simplement faire une petite macro Excel qui peut faire gagner pourtant énormément de temps, éviter énormément de copier-coller. Donc, c'est vraiment là-dessus, à chaque fois, c'est de faire toujours dans l'idée de travailler en itération chez Métis, c'est travailler petit, rapide et vite voir, en tout cas, les résultats que ça apporte, voir s'il faut continuer dans ce sens-là, remettre en question, changer de stratégie pour pouvoir travailler en itération dans le but, encore une fois, de gagner du temps et libérer les experts sur leurs tâches, vraiment qu'ils soient sur leur cœur de métier, sur là où on demande de l'expertise. Et donc, notamment, c'est une des manières qui était dans l'épisode 2, c'est la partie automatisation. Comment on fait une automatisation, par quel outil, quels sont les bons acteurs pour pouvoir le faire. Donc, tout ça, c'est sur le webinaire 2 que vous pouvez retrouver sur notre page LinkedIn, en tout cas Métis, si vous voulez revoir le replay. On a vu notamment comment calculer le retour sur investissement, parce que souvent, le calcul du retour sur investissement, on parle de financier, évidemment, mais on peut parler aussi d'autres indicateurs. Donc, c'est ce qu'on a pu voir. Il y a l'indicateur de la volumétrie, l'indicateur de la qualité, l'indicateur aussi du nombre de tâches répétitives que peut faire une ressource, un de vos collaborateurs. Et on peut constater, notamment, on avait pu mettre en valeur via un exemple, qu'un des indicateurs qui est fort, c'est voir combien de tâches faible valeur ajoutée fait votre collaborateur, et on se rend compte que moins il en fait, plus il est performant, plus il produit, et donc en fait directement
votre valeur financière elle va augmenter, même si pour autant l'indicateur de base c'est pas uniquement du financier, toujours regarder du taux journalier, du chiffre d'affaires produit par mois, par jour. Donc voilà, il y a vraiment un sujet de calcul ROI, c'est pas si simple, c'est pas que financier, c'est pas combien je mets, combien j'aurai derrière, mais ça va bien plus loin que ça va sur l'humain, sur la communication, sur la qualité. Donc tout ça, c'est un ensemble que je vous propose d'avoir découvert, en tout cas si vous voulez en savoir plus sur nos épisodes précédents. Sachant qu'aujourd'hui, nous, on va vraiment se mettre en position. Aujourd'hui, on a mis en place toutes ces procédures. Cette phase d'industrialisation, on a découpé nos processus, on a cartographié des compétences, on a déjà des automatisations mises en place. On en est là. Et aujourd'hui, c'est comment on fait pour continuer dans cette démarche d'industrialisation, comment on fait pour continuer d'être en amélioration continue et pas tomber dans le piège on tombe dans de l'obsolescence et que nos outils qu'on a pu mettre en place, nos processus ne soient plus actuels ou obsolètes. Donc, je vais laisser la parole à Alice qui va nous expliquer tout ça. Donc, pour continuer, forcément, le fait qu'on change de process, clairement, il y a des risques en fait, au changement de process en fait, qui ont été que nous on a mis, qu'on a vu et qu'on vous partage en fait. Donc, il y a des risques qui sont constatés en fait par rapport à la vie d'entreprise. Donc clairement, en fait, le fait de changer le process fait que nous, de notre côté, les équipes, forcément, il va falloir réimpliquer les équipes, leur expliquer, faire en sorte que ça soit partagé, que toute l'équipe en fait puisse être impliquée dedans. Il y a aussi une partie changement d'équipe. Donc, le changement d'équipe, ça veut dire si jamais une personne quitte le projet, s'en va, ou une personne arrive dans le projet, il faut que la personne qui quitte le projet ne parte pas avec la connaissance. Il faut que la personne qui arrive dans le projet puisse rapidement s'impliquer dedans. Donc, le but, c'est quand même, en fait, là, dans ces cas-là, c'est vraiment, on le répète, c'est la partie communication écrite, pouvoir écrire les modes opératoires, pouvoir avoir des endroits, en fait, où on puisse partager cette information-là. La partie données d'entrée, la donnée d'entrée, il faut pas qu'elle soit variable, donc il faut pouvoir travailler dessus, puisqu'on fait des développements. Ces développements sont faits avec des données d'entrée qui soient standards. Si à chaque fois qu'on nous affecte un projet, la donnée d'entrée varie, clairement le process en fait ne tient plus, puisqu'il faut revoir la totalité des développements, donc c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. On le verra par la suite, c'est vraiment un travail, en fait, là, dans ces cas-là, travailler avec le client pour essayer de standardiser la donnée d'entrée. Au niveau de l'obsolescence, il y a la partie des développements qui sont réalisés. Ils sont réalisés sur des logiciels. Il faut vraiment pratiquer la veille technologique là-dessus, être sûr que le logiciel a bien été mis à jour. Qu'est-ce qu'apporte la nouvelle mise à jour du logiciel? Est-ce que ça va apporter des compléments en fait qui peuvent nous intéresser pour pouvoir continuer notre optimisation. Au niveau humain, en fait, l'équipe, en fait, il faut penser à ce que l'équipe en fait puisse effectivement continuer à être formée sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux logiciels qui peuvent rentrer en jeu pour la partie pour notre process tout simplement. Et au niveau du process de réalisation, donc tous les scripts qu'on a développés, des scripts sont amenés vivre, en fait, sont amenés à évoluer. Donc, il faut faire attention à ce que le script, en fait, soit bien mis à jour. Au niveau des process aussi, quand on écrit les process et quand on partage les process, il faut faire attention qu'on n'ait pas plusieurs versions, mais qu'une seule version qui soit partagée à un seul endroit, histoire que derrière, en fait, on n'ait pas une partie de l'équipe qui se base sur une ancienne version ou sur quelque chose qui est obsolète. Au niveau de la qualité, donc ça, on l'a vu chez Métis quand on a mis en place cette nouvelle façon de travailler, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de vigilance au niveau de la qualité, ce qui est normal puisque la même personne ne produit plus la totalité la totalité, mais seulement une partie ou même ne fait que du contrôle. Donc, il faut vraiment faire attention et vraiment en amont déjà pouvoir prendre en fait ces problèmes et pouvoir déjà anticiper et notamment sur la qualité, mettre en place des process qui permettent en fait tout simplement des fiches de contrôle dès le début du projet, histoire d'être sûr que cette baisse de qualité ne va pas avoir un impact sur le projet. Donc pour ça, en fait, pour que tout ça puisse se faire, en fait, il faut vraiment être agile. C'est vraiment le maître mot de cette nouvelle façon de travailler.
Donc, chez Métis, comment est-ce qu'on a décidé à mettre en place notre agilité? On a décidé de découper donc, notre projet en plusieurs petites tâches, des petites tâches, en fait, de faire petit et de pouvoir faire vite. C'est la chose qu'on a décidé, plutôt que de mettre quelque chose de très long et qui soit une usine à gaz et qu'on s'aperçoive que ça ne marche pas à la fin. C'est optimiser tâche par tâche, venir découper le projet et venir sur chaque tâche, regarder l'optimisation qui est possible et pouvoir la faire. La partie empirique, il faut bien faire attention à regarder si on n'a pas déjà, cette petite tâche en fait n'a pas déjà été faite sur un autre projet. Pas hésiter à discuter aussi avec ses collègues pour voir si ça n'a pas déjà été fait aussi même sur des expériences en fait dans une autre société de la personne. C'est vraiment communiquer et si ça a été fait, pas hésiter à voir en fait comment ça a été fait, si ça peut être repris, on reprend cette tâche. Après, une fois qu'on a optimisé, qu'on a donc découpé, qu'on a notre tâche, qu'on a regardé si c'était déjà fait, si c'était pas fait, à ce moment-là qu'on fasse, on analyse notre optimisation, on regarde si ça marche, si ça répond bien aux besoins. Si oui, à ce moment-là, dans ces cas-là, on regarde si elle peut être améliorée. Et là, clairement, on rentre dans un process d'amélioration continue. Si elle peut être améliorée, on va continuer l'amélioration, on va l'analyser et on repart en fait dans un cercle qui peut être sans fin jusqu'à ce que l'optimisation soit complète. Et derrière, la dernière partie de l'agilité, c'est vraiment être flexible, c'est-à-dire être flexible, puisque on le sait, un projet n'est jamais pareil du début à la fin. Il y a toujours des éléments qui viennent perturber le projet. Donc, ça peut être des données d'entrée qui sont modifiées à un instant T, donc qui fait que derrière, il faut revoir nos process d'optimisation et les développements qu'on a fait dessus. Ça peut être des règles d'ingénierie qui changent, ça peut être le client qui nous demande de pouvoir accélérer la cadence. Enfin, c'est des choses comme ça qui font que si on n'est pas flexible, cette façon de travailler ne pourra pas marcher. Donc, comment agir dans ces cas-là? Comment regarder si l'optimisation en fait a fonctionné? Le but, c'est qu'une fois qu'on a notre projet, c'est de définir des indicateurs. Donc, elles sont définies en fonction du besoin du projet. Ça peut être des indicateurs qui vont concerner la qualité, des indicateurs qui vont concerner le gain d'optimisation, donc au niveau du gain de temps. Après, il y a le gain forcément économique. Il y a aussi tout ce qui est qualité de valeur ajoutée. Donc, ça peut être aussi des gains de savoir en fait si cette optimisation, si c'est un petit quelque chose qui fait qu'il doit être redondant, c'est-à-dire que une personne de l'équipe refait tout le temps la même chose, donc c'est pas forcément intéressant. Donc là, c'est aussi, si on arrive à optimiser cette partie-là, ça peut être aussi un indicateur. Une fois qu'on a défini tous ces indicateurs, après, chaque indicateur a sa temporalité, donc il faut définir sa temporalité. Il faut vraiment faire attention de définir une temporalité qui est réalisable, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire je vais sortir ces indicateurs toutes les semaines si derrière on sait qu'on n'aura pas le temps de les sortir toutes les semaines. Donc définir sa temporalité. Et après, par contre, ce qui peut être largement faisable et ce qui même je vous encourage à le faire, c'est sur un début de projet, on définit une temporalité qui est courte, donc on décide de regarder les indicateurs toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et une fois que le projet tourne, en fait, on peut très bien augmenter la temporalité et aller sur des périodes mensuellement ou trimestriellement. Une fois qu'on a défini donc, les indicateurs qu'on souhaite suivre sur notre projet, à quel espace-temps, en fait, la temporalité, on le regarde. Dans ces cas-là, on va les tester. On les teste, on regarde si cet indicateur répond bien à notre demande. S'il ne répond pas à notre demande, il faut effectivement retravailler l'indicateur si l'indicateur n'est pas adéquat. Et une fois qu'on a nos indicateurs et que pour nous, ils sont bons, ils répondent bien à notre demande et nous permettent bien de suivre le projet, et on va commencer à les exploiter. Mais c'est vraiment important de les exploiter dans le sens aussi, pour compléter sur définir la temporalité, où en effet, lorsque vous allez mettre un indicateur en place, vous allez peut-être voir qu'il y a une action possible à faire dessus, vous allez la mettre en œuvre. Et il faut que la temporalité, si elle est courte, en tout cas, bien travailler par itération, encore une fois, puisque peut-être que l'indicateur va encore plus baisser suite à votre action sur les jours à venir, mais c'est un impact à court terme pour une évolution positive à moyen ou long terme. Donc, encore une fois, il faut bien prendre du recul pour exploiter ces données-là et non pas prendre brut de se dire, bon, j'ai fait cette action-là, le lendemain, ça marche pas, donc il faut que je rechange à nouveau.
On travaille bien dans l'itération pour l'évolution. Donc après, derrière, une fois qu'on a ces indicateurs, une fois qu'on les a exploités, derrière, on va pouvoir voir en fait ce qui ne marche pas, mais aussi ce qui marche sur notre projet et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Donc, si grâce aux indicateurs, on s'aperçoit que notre projet tourne bien, que l'indicateur est bon, en fait, là, il faut se poser la question de dire est-ce qu'on peut faire plus? Donc, rechercher. Si oui, en fait, on peut faire plus, clairement, on rentre vraiment dans la logique d'optimisation continue. Donc, on continue notre projet, notre façon d'optimiser. Sinon, on n'arrive pas à trouver comment optimiser plus que ça. Il ne faut pas hésiter à changer de regard. Donc, quand on dit changer de regard, c'est pouvoir en discuter et le présenter à quelqu'un qui ne fait pas partie du projet, qui peut, lui, en fait, avoir un œil qui est complètement externe et qui peut, par les questions qu'il va poser, amener effectivement à des choses, en fait, sur lesquelles nous, on n'avait pas pensé, sur lesquelles une optimisation est possible. Si on n'a pas les clés, donc si le projet ne marche pas, soit on arrive en fait à savoir pourquoi, et derrière on met les actions en place. Sinon, si on n'arrive pas à savoir pourquoi, dans ces cas-là, il faut analyser, se poser les bonnes questions pour trouver. Et donc là, pour ça, il y a des outils qui existent. Donc on va vous présenter. Le premier outil, c'est le diagramme d'Ishikawa. Donc c'est un diagramme en fait qui est en arête de poisson et qui permet de poser toutes les causes en fait qui auront potentiellement un impact sur le fait que pourquoi est-ce que le projet marche pas comme on le souhaite. Donc pour pouvoir utiliser ce diagramme d'Ishikawa, dans un premier temps, en fait, on qualifie l'effet. Donc l'effet, c'est à quoi est-ce qu'on veut répondre en fait. Donc, pour nous, c'est notre problème. Après, derrière, en fait, on va dresser l'inventaire des causes possibles. Donc là, il faut vraiment tout lister, tout ce qui potentiellement peut venir en fait faire en sorte que le projet ne marche pas. Pour ça, il faut vraiment mettre autour de la table tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire. Il faut vraiment tout le monde doit être autour de la table. Donc aussi bien les personnes qui sont en production, les personnes qui sont en soutien, les personnes qui sont en développement d'outils, le chef de projet, tout le monde est derrière. En fait, il faut vraiment prendre la totalité des idées de tout le monde. Et donc, on dresse les causes possibles et on les classe par famille. Donc, la famille main-d'œuvre, en fait, c'est la partie, en fait, les personnes qui sont sur le projet. La matière, donc c'est tout ce qui est qualité, données d'entrée, etc. La partie matérielle, donc ça c'est le matériel qui est mis à disposition, donc matériel informatique, les logiciels. La partie, on les classe aussi par la famille des méthodes, donc tout ce qui est nos process, nos modes opératoires. Et pour finir, le milieu, donc le milieu dans lequel le projet se déroule. Donc ça peut être un milieu si c'est la partie télétravail, mais aussi la partie concurrence, en fait, voir en fait si la concurrence, si on n'a pas une concurrence sur ce projet-là. Une fois que tout ça est acté, donc on a tout mis sur notre arête de poisson, on a mis toutes les causes qui sont classées par famille. Et derrière, en fait, on va regarder s'il y a des causes qu'on retrouve, des causes qu'on retrouve dans différentes familles et qui ont le plus d'impact. Une fois qu'on a retrouvé ça, en fait, on choisit sur quoi on va intervenir en premier, donc quelles sont les causes qui pour nous sont les plus importantes, et on dresse la liste des actions. Un peu aussi comme dans le principe des automatisations, c'est-à-dire que en premier lieu, on essaie en tout cas de s'attaquer à chaque fois aux causes qui sont le plus accessibles et qui permet en peu de temps d'avoir le plus d'effets possible. Donc c'est un peu l'effet 80-20 que vous connaissez. Donc c'est comme dans l'automatisation, à chaque fois, c'est de devoir regarder deux choses, la faisabilité, parce que parfois on a une cause, mais techniquement c'est dur de l'attaquer, où il y a des freins forts, même si ça peut avoir des effets positifs. Et à l'inverse, on a des endroits, c'est très accessible, c'est très facile, c'est peut-être juste acheter une licence de quelque chose qui permet de débloquer des ressources dessus et qui par la suite va permettre une meilleure productivité. Enfin, c'est un exemple comme ça. Mais voilà, toujours essayer encore une fois de faire petit, vite et voir les effets, encore une fois, plusieurs fois et s'attaquer on va dire là où on a le plus de gains dès le début et pas tout entreprendre en même temps. Donc le second outil qu'on peut présenter, c'est l'outil qu'on appelle les 5 pourquoi. Donc ça, en fait, on part du problème et on se pose la question de pourquoi.
Donc derrière, ce qui permet en fait de trouver la réponse au problème, mais sur cette réponse, on va reposer la question pourquoi et on fait ça 5 fois de suite. Et en le posant 5 fois de suite, selon les chercheurs et les personnes qui proposent cette méthode, il faut se poser la question 5 fois de suite pour pouvoir trouver la cause racine. Donc ça permet en fait de mettre en lumière différentes causes, en fait différents problèmes. Mais derrière, le fait de remonter de problème en problème permet d'avoir le problème principal, donc le problème sur lequel il est conseillé d'intervenir en premier. Donc là, on va vous montrer un exemple de projet qu'on a réalisé chez Métis et la liste des indicateurs. Donc c'est un projet donc, qui était en cours et qui l'a encore. Et donc, on avait décidé de déterminer donc 6 indicateurs. Donc, un indicateur économique qui était le TJM. Donc, le TJM, pour expliquer, en fait, c'est notre ratio entre ce qui est facturé au client et le temps passé. Donc, ça nous donne en fait un prix à la journée. Donc, combien est-ce que on arrive en fait à dégager à la journée. Donc, sur ce projet-là, on s'aperçoit que notre TJM était plutôt bas. Après, on avait une qualité interne et une qualité client. On différencie les deux puisque comme on est dans une logique d'optimisation chez nous, on a divisé les tâches. Donc, en fait, on a des personnes qui vont produire et après, on a des personnes qui vont contrôler, qui ne sont pas les mêmes. Et la personne qui contrôle, en fait, est garante de la qualité auprès du client. Donc, en fait, on s'apercevait qu'en interne, on avait une qualité qui était mauvaise. Mais par contre, en fait, on avait une qualité auprès du client qui était bonne. Donc, ce qui peut dire en fait que la personne qui faisait le contrôle et les reprises, elle faisait un contrôle, elle faisait une reprise. Donc cette partie-là était plutôt correcte. Mais par contre, on s'apercevait qu'il y avait effectivement un souci entre la personne qui produisait et la personne qui contrôlait. Au niveau des volumes traités, on avait un souci pour monter en charge. On s'apercevait qu'on pouvait faire plus, mais qu'on n'arrivait pas à faire plus, alors que le temps de production était plutôt correct. Et au niveau de l'optimisation, on s'apercevait que l'optimisation qu'on avait mis en place nous faisait à peu près un gain de temps de 20% entre le ratio, je fais tout par une seule personne de A à Z et j'optimise et je divise mes tâches pour pouvoir en fait avancer en parallèle sur plusieurs tâches. Donc, grâce à la méthode des 5 pourquoi, en fait, on s'est aperçu que notre gros problème sur ce projet-là, c'était un problème de communication. On avait un problème de communication en interne, puisqu'on avait un souci de transfert de connaissances qui n'était pas réalisé entre le chef de projet et puis l'équipe de production. Et donc, de ce fait-là, derrière, en fait, on perdait beaucoup de temps pour contrôler et pour reprendre. Après, on avait aussi un souci en externe, donc avec le client, on avait un manque de communication avec le client et on avait des règles d'ingénierie qui étaient obsolètes chez nous puisque le client ne nous les avait pas fait suivre. Donc derrière, forcément, si le client ne peut pas fait suivre les règles d'ingénierie, nous, derrière, en fait, l'équipe de production ne pouvait pas produire avec les bonnes règles d'ingénierie. Donc ça, c'était vraiment très, 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 très marqué. Et après, au niveau de l'optimisation, on avait, en fait, on s'apercevait qu'il y avait une optimisation qui était possible sur la partie contrôle, puisqu'on perdait beaucoup de temps en contrôle. Mais le problème qu'il y avait, c'est comme on passait beaucoup de temps en contrôle, mais contrôle manuel, on n'avait pas le temps de mettre une optimisation sur du contrôle, donc de développer des outils de contrôle. Au niveau de la partie technique, par contre, il n'y avait rien à signaler. Ce projet, on le maîtrisait via FME qui marchait très bien, il n'y avait pas de problème. Donc, les actions qu'on a mis en place, donc, pour la partie communication interne, on a refait une session de formation avec la personne qui était en production. On a décidé de retravailler notre mode opératoire pour plus le détailler et pour correspondre clairement avec ce que la personne qui produisait nous faisait remonter les soucis qu'elle avait. C'était clairement que notre mode opératoire n'était pas bon, donc il a fallu le remettre à jour. Avec la partie externe, donc avec notre client, on a décidé de faire une réunion un peu exceptionnelle avec le client sur lequel en fait on a tout repris à zéro. On a redéfini leurs attentes, leurs livrables et toutes les règles d'ingénierie, histoire de pouvoir repartir sur quelque chose qui était plat, qui était correct. Et ceci, forcément, via le mode opératoire et la formation, a bien été retransmis sur l'équipe de production.
Et derrière, suite à ça, derrière, on a eu donc une qualité en interne qui a été meilleure. Et de ce fait-là, on a pu se dégager du temps pour développer des outils de contrôle qui a permis en fait derrière de pouvoir accélérer cette partie-là. Une fois, on voit bien le principe là de se libérer d'une tâche, en tout cas d'une certaine tâche, pour pouvoir se reconcentrer vraiment sur un sujet d'expertise, de développer un outil de contrôle. Tout ça dans un but, en fait, c'est un effet un peu qui se coule. On commence par un endroit, puis ça a un impact sur un autre, jusqu'au fait que on gagne en productivité, en qualité, en motivation des collaborateurs pour avoir une meilleure productivité à la fin. Donc là-dessus, comme une partie des examens d'amélioration, c'est évidemment lié à la technique, à l'humain, à l'optimisation. Donc tout d'abord, côté technique, ça a déjà été évoqué précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait évoluer, il y a sur le côté technique, c'est vraiment la partie de la veille technologique, c'est très important parce que souvent, on va développer un outil, on va mettre en place un processus, et si on ne se tient pas à jour des règles d'ingénierie, enfin des façons de travailler ou des nouvelles versions sur les logiciels, notre outil va vite devenir obsolète. Et un des risques, notamment, c'est qu'on oublie et qu'on s'en sert plus et qu'on retombe dans le piège précédemment, c'est-à-dire de perdre du temps parce qu'on perd de la qualité, parce qu'on n'a plus cette automatisation-là qui a été mise en place, parce qu'on n'a pas fait la veille technologique et on n'a pas pu suivre la réalité de l'évolution des logiciels avec ces règles. Donc voilà, la technique, c'est un des premiers points, en tout cas, qui est très important. Il y a le côté humain, donc le côté humain en fait qui est vraiment un des cœurs du sujet de l'industrialisation au final. On parle de booster sa productivité et le premier point pour booster sa productivité, c'est vraiment se concentrer sur l'humain et notamment sur la partie documentation, formation, accompagnement et explication. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous avez votre collaborateur, en tout cas, vous lui dites juste c'est pas bon, faut refaire, on pourra faire des millions de fois la même chose. Vous aurez toujours un problème de qualité, vous aurez toujours vos indicateurs qui sont pas cohérents avec ce que vous souhaitez. Alors que si vous prenez du temps, peut-être que ça va faire baisser, comme je vous disais tout à l'heure, davantage vos indicateurs au début, puisque vous allez rédiger des documents, prendre du temps pour former, donc ça fait encore empirer le côté indicateur, donc voir si ça a un impact pour votre client directement, s'il peut comprendre cette situation pendant un temps donné, évidemment, qu'il soit court, d'une semaine, le temps de remettre en place certaines actions en interne, mais dans le but de revoir les indicateurs par la suite, par itération, faire que évoluer, parce que si vous reformez la personne, vous expliquez bien que vous l'accompagnez, naturellement, elle va être plus performant sur son rôle, elle va gagner en qualité, il n'y aura plus ce temps de contrôle, donc on va pouvoir sortir plus de dossiers, on va pouvoir automatiser certaines tâches, on va pouvoir automatiser du contrôle, et donc naturellement à la fin, en fait, on va gagner, tous nos indicateurs vont passer au vert. Donc voilà, donc c'est vraiment se dire à chaque fois, il faut se faire du mal, si je puis dire, de faire une action peut-être dure à court terme qui va faire perdre du temps, de l'argent, mais pour la suite avoir du gain. Donc voilà, vraiment toujours documenter, rédiger des documents, des modes opératoires, les processer, et donc former, expliquer, c'est vraiment les cœurs du sujet. Il y a le côté optimisation, du coup, qui est le cœur d'aujourd'hui, mais c'est que aujourd'hui, donc c'est la fameuse route d'Eming qu'on voit souvent, en tout cas, qui est toujours de se dire, qui revient, on a vu différents slides, mais qui est vraiment le cas, c'est pour ça qu'on insiste dessus, c'est toujours très en itération de se dire, je construis quelque chose, je mets un plan d'action en place, je regarde ce qui se passe, je fais les retours et je me remets en question, sans une remise en question à chaque fois. Donc c'est sûr, ça prend de l'énergie, c'est sûr que comme on peut voir, c'est une boucle sans fin en fait, donc c'est vraiment à chaque fois se poser la question, mais elle va être très très présente au début lors d'un lancement d'un projet, puisque il y a tout à mettre en place, il y a tout à questionner, à remettre en question. Donc notamment avec une liste de questions à se poser à chaque fois, c'est est-ce que mon temps de production est satisfaisant, ma qualité, est-ce que je peux faire quelque chose sur le point A, le point B ou le point C, comment je peux agir dessus. Encore une fois, c'est comment faire vite et bien et pas tout engager en même temps et faire une usine à gaz à la fin qui peut-être ne marchera pas. Et donc tout ça, c'est vraiment dans l'idée d'investir du temps au début. Et tout ce temps investi là, en fait, ce sera du gain de temps qu'on gagnerait après, puisque ce sera pas des pots cassés, en tout cas, à devoir gérer tout au long d'un projet, mais juste au début, pour les éliminer dès le début et pour que ça roule tout seul par la suite. Et donc, c'est quelque chose qui prend du temps, donc c'est vraiment important de le prendre et de se questionner, en tout cas, régulièrement, même si le projet marche, comme a dit Élise précédemment, même si le projet marche, toujours se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire? Parce qu'il y a certains projets, peut-être, où certains indicateurs ne seront pas satisfaisants par rapport aux attentes. Et pour autant, vous n'arriverez pas à trouver une action magique, si je puis dire, qui va pouvoir faire monter cet indicateur-là. Et plutôt à l'inverse, se dire, peut-être sur un autre projet qui marche déjà, je peux faire en sorte d'encore le rendre meilleur pour que ça puisse compenser celui peut-être qui marche un peu moins bien. Donc, c'est pas toujours voir
l'amélioration continue là où ça marche pas, mais aussi là où ça marche, c'est très important. C'est souvent là qu'on oublie de le faire et qui est pourtant le plus de gains. Donc, voilà, très important d'appliquer cette méthode de route des lignes. Donc, quand on parle d'amélioration continue, on a aussi des risques en fait au niveau de l'amélioration continue qui sont très similaires en fait à la partie optimisation, puisqu'on retrouve toujours la même chose. Donc, la partie changement culturel. Donc derrière, en fait, c'est clairement en fait on change la façon de travailler. Donc derrière, ça va forcément impliquer tout le monde. Ça va impliquer la partie les collaborateurs. Donc toujours pareil, en fait, pas hésiter à communiquer, à bien communiquer. Donc ça, c'est aussi le second risque, communiquer, expliquer, réexpliquer s'il faut expliquer. Ne pas bien expliquer que le but c'est pas que une machine remplace l'humain et que l'humain va être licencié, pas du tout. Hein. C'est vraiment monter en compétence sur autre chose. On monte en compétence sur du contrôle, on monte en compétence sur des développements d'outils. Et derrière, il faut faire attention à ce que il n'y a pas une personne qui pense en fait que son poste va être supprimé, puisque clairement on rentre dans une démotivation totale et ça peut mettre à mal en fait le projet complet. Donc il faut communiquer et au niveau de la qualité, encore bien faire attention à cette partie qualité. Donc mettre en place tout ce qui est outils de suivi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. Donc derrière, comment les éviter? Il y a différents axes en fait, sur lesquels on peut intervenir. Donc la partie formation, donc clairement on forme les équipes à des nouveaux process, à une nouvelle façon de travailler. Donc il y a la formation agile, la formation Kanban, donc qui est une technique de travail que nous chez Métis on applique. Après, toute cette formation-là, c'est aussi une formation en interne. Ne pas hésiter à reformer les gens. Il faut réexpliquer s'il faut. Il faut vraiment que la totalité des personnes comprennent le projet et puissent le faire. Après, il y a une partie écoute. Et écouter, partager, communiquer. Encore une fois, on le dit, on le redit. Écouter les doutes, écouter de chacun, pouvoir lever ses doutes, s'il faut engager une discussion, montrer l'utilité de la méthode, pouvoir démontrer ce que ça va apporter, histoire de fédérer en fait la totalité de l'équipe. Au niveau de la qualité, nous on a mis en place un outil de ticketing en fait qui permet en fait de pouvoir suivre la qualité. Chez nous, c'est un indicateur qui est important, c'est un indicateur qui rentre dans la totalité de nos projets. En fait, cet indicateur est là et nous permet, nous, de suivre la qualité interne et de savoir, en fait, si, comme je l'ai démontré dans l'exemple, en fait, voir, en fait, s'il n'y a pas des soucis en interne, en fait, sur notre façon de faire. Et la partie documentation, donc tous nos process sont écrits. Nous, on a choisi de les partager sur un wiki qui nous permet de pouvoir, en fait, que tout le monde puisse y accéder depuis le bureau, depuis chez soi quand on est en télétravail ou même depuis chez un client quand on est en déplacement. Ça permet vraiment aussi de pouvoir faciliter la mise à jour puisque on sait très bien quand on fait un fichier aussi sur un serveur, un local, c'est toujours, on ne pense jamais à se dire on le fera plus tard, alors que là c'est vraiment facilité d'accès, d'aller directement sur Internet et que tout le monde puisse jouer le jeu de modifier au fur et à mesure selon les informations. Parce qu'encore une fois, le piège c'est vraiment de ne pas faire vivre les documents et les rendre obsolètes. Donc c'est la partie la plus dure, mais qu'il faut se forcer à faire en tout cas et le wiki permet en tout cas d'aider à ce niveau-là. Donc, Élise a mentionné le sujet Kanban. Je vais juste un petit zoom dessus parce que je pourrais vous en partager un peu plus puisqu'il y aura un futur webinaire à ce niveau-là. Mais le sujet Kanban, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on a pu voir on a parlé de mettre en place une industrialisation, de mettre en place des process. On va gérer des études, on va gérer du développement avec des automatisations. On va gérer des phases d'optimisation, de remise en question de process ou rédiger des modes de cahier des charges, des modes opératoires. Donc, tout ça, ça fait
les tâches déjà de notre quotidien, du travail de production, plus encore des tâches annexes, et comment on fait en tout cas pour suivre l'ensemble, pour être sûr que rien n'est oublié, que tout est dans les temps. Et donc nous, en tout cas, on travaille avec une méthode Kanban, qui est le principe, c'est pareil, c'est qu'on va travailler comme un, si je veux dire, on pourrait prendre comme métaphore le fait que ce soit un jeu de société, dans le sens où on va avoir des règles pour pouvoir faire avancer nos cartes qui représentent une tâche, en fait, qu'elle soit une tâche de production, une tâche de développement ou autre. Et on a le droit de la déplacer, de la traiter selon certaines conditions. Et elle va suivre tout son chemin jusqu'à la réalisation. Encore une fois, le but, c'est quoi? C'est de faire traverser ces cartes le plus rapidement possible. Donc, on est toujours dans le but d'itération, de faire vite, bien et voir les résultats et remise en question, encore une fois, plutôt que faire un ensemble de tâches sans suivi et puis de se dire à la fin, bon, on en est où, ça marche pas, et de peut-être avoir des mauvaises surprises à la fin. Donc voilà, le Kanban, c'est vraiment ce principe-là de gérer en tout cas et faire et entretenir ces flux de données. Donc, on a parlé de la partie optimisation, de la partie industrialisation. Là, on va vous parler de la partie standardisation, puisque dans la partie de l'optimisation, il y a une grosse partie qui est sur la partie standardisation. Donc, la standardisation va vous permettre en fait à plusieurs échelles de pouvoir améliorer et de pouvoir améliorer donc la partie votre projet et de pouvoir aussi être plus rapide et plus réactif. Donc, en fait, on peut standardiser au niveau du pilotage du projet, donc au niveau des fichiers de suivi, par exemple, d'avoir toujours le même fichier de suivi. On peut standardiser au niveau de la communication, donc la communication avec le client, donc pouvoir, par exemple, mettre en place des comptes rendus de réunions qui soient toujours les mêmes, mettre en place une réunion type en fait sur lequel en fait on intervient toujours. Quand on fait une réunion avec le client, on aborde toujours ces points-là dans l'ordre, histoire de pouvoir derrière en fait ne pas oublier de points importants. Au niveau de la qualité, donc derrière on sait que on sait le projet, on connaît le projet en amont, donc après on peut faire des fiches de contrôle qui soient toujours nommées de la même façon, c'est-à-dire que quand on décide de contrôler quelque chose sur un projet, si on décide de contrôler le point A sur un projet, et il sera appelé exactement pareil sur le projet B, le projet C, le projet D. Et clairement, en fait, ça veut dire que quand quelqu'un doit contrôler, quand il lit la ligne, et il sait ce qu'il doit effectivement contrôler puisque c'est toujours expliqué de la même façon, quels que soient nos projets. Tout ça, en fait, ça va permettre en fait d'avoir de gagner, d'avoir de la rentabilité, puisque derrière, en fait, ça permet de gagner du temps, donc d'être plus rentable, et ça permet aussi derrière de gagner en interopérabilité et en compatibilité des données. C'est un peu le nerf de la guerre sur la plupart de nos projets, d'avoir des données qui soient compatibles, d'avoir des problèmes de compatibilité de données, on en a tous, d'interopérabilité, on en a tous. Donc derrière, en fait, si on arrive à standardiser la donnée d'entrée, ça nous permet de pouvoir aussi, nous, à côté, de pouvoir développer des petits scripts en fait, qui nous permet automatiquement de pouvoir convertir la donnée. Par contre, c'est difficile à mettre en œuvre, ce qui est logique puisque pour pouvoir en fait mettre en œuvre cela, il faut pouvoir en fait avoir des personnes qui sont impliquées à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre ça en œuvre et à réussir à impliquer le client jusqu'au sous-traitant. Le but, c'est d'avoir en fait une standardisation qui soit complète sur la totalité du projet. Donc, au niveau de la documentation, c'est des modes opératoires qui soient identiques pour tous les projets. Donc, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière qui est simple à mettre en œuvre, mais qui est très chronophage. Donc, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. En fait, il faut vraiment prendre le temps de standardiser sa documentation. Il y a une veille constante. Alors, ce qu'on veut dire par veille constante, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas plusieurs versions en fait, qui se chevauchent, qui permettent derrière de faire en sorte que le flou est complet. Donc, on a une version, on garde cette version-là, ou quand on passe à la version suivante, on passe tout à la version suivante. Donc, le but, nous, du wiki, comme l'expliquait Rémi, c'est d'avoir l'information à un seul endroit. Et nous, ça nous permet de ne pas avoir de soucis de version puisque l'information n'est pas sur un wiki, sur un fichier Excel, sur un fichier Word, en fait, on l'a à un seul endroit. On l'a centralisé.
Et au niveau des acteurs, ce que je disais, c'est impliquer l'acteur du client jusqu'au sous-traitant. Donc, ça nous permet, nous, derrière, en fait, de pouvoir développer nos scripts ou nos petits logiciels de développement sur la totalité de notre projet. C'est sûr que normaliser, ça demande beaucoup de rigueur, mais une fois qu'on arrive en tout cas à le faire et à passer cette étape-là, c'est vraiment des gains conséquents qu'on a sur tous les indicateurs par la suite. Donc, chez Métis, donc la standardisation, voilà quelques exemples de standardisation qu'on a réussi à mettre en place. Voilà, la partie documentation, je ne le réexplique pas, mais je viens de l'expliquer. Mais derrière, ça nous permet de pouvoir aussi avoir l'entraide et puis la passation plus simple entre l'équipe. Donc, quand on veut dire ça, c'est tout simplement au moment où le chef de projet d'un projet part en vacances, et au moins le chef de projet qui le remplace, en fait, en ouvrant le wiki, c'est exactement comment est-ce que le projet fonctionne, puisque tout est écrit et tout le process du projet de A à Z, en fait, est mentionné. Au niveau des acteurs impliqués, l'implication, on a réussi, donc on a pu travailler sur certains projets, en fait, à standardiser la donnée d'entrée lors des relevés terrain. Donc, avec un client qui avait sa propre équipe terrain, on l'a formé pour que l'équipe terrain puisse relever et nous donner les données dans le format qu'on souhaitait, donc utiliser nos propres fiches de relevé terrain, histoire que derrière, nous, on le reçoive, on puisse l'exploiter directement, on n'ait pas besoin de faire du retravail pour pouvoir exploiter. Après, tous nos livrables, en fait, avec nos sous-traitants, sont standardisés, c'est-à-dire qu'au niveau du nommage, au niveau de la donnée d'entrée, on donne la donnée d'entrée toujours de la même façon, ils nous donnent les livrables toujours de la même façon. On a des fichiers de suivi partagés, donc c'est peut-être effectivement comme ça, c'est un petit point, mais au final, en fait, ça apporte énormément puisque ça permet avec le client d'avoir le même fichier de suivi et la même partie blocage. Après, derrière, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye le plus possible de travailler avec nos clients pour retravailler la donnée d'entrée. Le but, c'est de pouvoir en fait l'avoir la plus compréhensible et pour eux et pour nous. C'est un point qui est assez compliqué à mettre en place, mais en tout cas, on se met un point d'honneur de à chaque fois essayer de tenter de regarder s'il n'y a pas une possibilité de pouvoir améliorer cette partie-là. C'est vrai qu'à chaque fois, les clients vont imposer au début, en tout cas, une certaine façon de travailler ou une certaine méthodologie ou des formats de données. Mais on se rend compte souvent au fil du temps qu'ils n'ont pas standardisé, ils n'ont pas normalisé en tout cas chez eux. Et c'est pour ça qu'on est, en tout cas, grâce à ce travail effectué en amont chez nous, et par expérience, on peut être force de proposition là-dessus pour pouvoir les accompagner justement. Et souvent, ils appliquent nos méthodologies à la fin, puisque nous, on a déjà travaillé là-dessus et ça permet à tout le monde d'être plus efficace et d'avoir une meilleure visibilité. Et la dernière partie qu'on a standardisée, c'est nos process. Donc, un projet chez Métis se déroule toujours de la même façon. On fait une réunion de lancement avec le client pour pouvoir vraiment cadrer les prestations sur lesquelles on pose toutes nos questions. Chez Métis, il n'y a pas de questions idiotes. Toutes les questions qui doivent être posées sont posées. C'est important de le dire parce que le fait de ne pas poser une question, on pense que c'est une question idiote, derrière, ça peut avoir beaucoup d'impact en fait, sur le déroulé du projet par la suite parce qu'on a oublié ou on n'a pas osé poser une question. Une fois que ça s'est fait, après, on valide la première étude. Donc, la première étude est toujours réalisée manuellement, donc de A à Z, en fait, sans optimisation possible. En fait, on l'a fait, ce qui nous permet d'avoir une vision complète du projet et de pouvoir, en fait, derrière, savoir comment découper notre projet en mini-tâches pour pouvoir, après, derrière, sur chaque tâche, pouvoir mettre en place l'optimisation. Une fois que cette première étude est faite, validée auprès du client, donc on valide aussi le format délivrable, enfin, tout est validé. Derrière, en fait, on passe en phase production et en parallèle, on va rechercher l'optimisation. Donc, on va continuer à produire pour le client parce que le client, forcément, nous demande en fait de produire, ce qui est logique puisque le projet commence. Et en même temps, on découpe et on recherche sur chaque petite phase découpée, en fait, comment est-ce qu'on peut optimiser. Et après, on a une réunion de suivi qui est régulière avec le client. Donc, on essaye de mettre ça en place. C'est pareil, il y a certains clients qui sont d'accord, d'autres clients qui ne le sont pas. Une fois qu'ils sont d'accord, on essaye de les mettre en place. Donc, ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, en fonction de la durée du projet, en fonction aussi des volumes qu'on a sur ce projet-là.
Et on a standardisé nos documents, donc le compte-rendu de réunion est standardisé, nos modes opératoires sont standardisés. Et on a aussi pour chaque projet des explications d'optimisation. Donc c'est aussi en fait en parallèle du mode opératoire, c'est expliquer qu'est-ce qu'on a optimisé et comment on l'a optimisé. Et derrière ça peut être partagé pour d'autres projets. En fait, c'est là-dessus qu'on se base pour la question qu'on parlait tout à l'heure d'empirisme. Ça permet de dupliquer facilement. Merci en tout cas, on arrive au bout de cet épisode avec le partage en tout cas de nous, ce qu'on a pu mettre en place. On ne dit pas que c'est la solution, mais c'est une solution que nous on a mis par expérience au bout de plusieurs années de travail. Donc j'espère que ça va vous aider et que vous pourrez mettre en place des actions. À savoir que du coup le prochain épisode qu'on a pu voir à travers cet épisode et les précédents, c'est qu'il y a toujours une question de communication qui est très importante en fait, qui est vraiment fondamentale pour réussir son industrialisation. Et une des questions, on a déjà pu avoir d'avance, c'est qu'il y a de la communication, de cette fois pas verbale ni rien, mais vraiment de suivi. Comment on fait pour suivre cet ensemble? J'en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure, grâce au principe du corement, et donc ce sera le thème du prochain webinaire qui sera donc le 7 décembre. On vous enverra des invitations par la suite. Et du coup, on va vraiment, dans un but de travailler de manière collaborative, de changer la manière de prendre des décisions, qu'elles ne soient pas, en tout cas uniquement ou fortement verticales, mais aussi horizontales, pour que chacun soit autonome. Et c'est là-dessus que j'appelle devenir un bureau d'études autonome. C'est que tout le monde sache quoi faire, quand faire, comment faire, et que, on puisse tous jouer entre guillemets à ce jeu du Kanban pour pouvoir travailler au quotidien sur nos projets de manière fluide et autonome. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, dans tous les cas, on vous enverra les invitations pour le prochain webinaire. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. En espérant vous voir nombreux au prochain épisode. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.